on a 6 candidats. On a 6 candidats qui sont un peu des rescapés. Vous les connaissez, il paraît qu'ils ont fait une campagne absolument invraisemblable sur Facebook où ils ont changé leur photo de profil, où ils ont appelé toutes leurs assos à les soutenir. Et je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette, je crois, 9e ou 10e édition du concours d'éloquence d'HEC. Et je vous donne la thématique générale qui a été proposée aux candidats de ce soir. Vous savez qu'on est en pleine période de campagne pour les élections européennes. Et donc, on leur a proposé de choisir, de commenter soit une devise de l'un des 27 États de l'Union européenne, soit un extrait d'un hymne d'un des 27 États européens. Et sur 27 États de l'Union européenne, croyez-le si vous le voulez, 3 ont choisi le Luxembourg, ce qui manifeste un goût d'une fiscalité apaisée que je ne peux que partager. Alors, évidemment, vous aurez, vous, public, votre rôle à jouer dans cette finale, puisque avant le passage de chacun des candidats, je demanderai à l'un d'entre vous ou à 2 d'entre vous de me donner chacun un mot que vous devrez, que les candidats devront donc inclure dans leur discours. Donc préparez vos rhododendrons, hippocampes, synecdoques, enfin, et tous les mots les plus invraisemblables. Et donc je vous solliciterai entre chacun des candidats pour que vous donniez un mot à inclure dans le discours. Et ensuite, nous écouterons les candidats et le jury leur posera les questions les plus incongrues qui leur seront passées par la tête pendant leur prestation. Le jury, le voilà. Magnifique jury. Le jury qui valait 3 milliards, vraiment. Jury pléthorique. Je crois qu'on est 9 ou 10. Et c'est ça qui est beau. Et jury très divers, mais très qualitatif, comme on dit aujourd'hui. Alors, première membre du jury, vous la connaissez inévitablement parce qu'elle anime avec moi l'Académie d'art oratoire. Elle est évidemment ancienne élève d'HEC, plume, et elle est là parce qu'elle ne partira que dans quelques jours en Inde pour retrouver les sagesses orientales qui la nourrissent. Et donc, je vous demande de faire un triomphe à Nathalie Gobin. Vous l'avez connu militaire, vous l'avez connu même peut-être lieutenant-colonel, et vous avez aimé le lieutenant-colonel et vous adorerez le professeur, puisque après avoir emmené des générations et des générations d'étudiants à Saint-Cyr, pour ce qui restera pour vous probablement le meilleur souvenir de votre scolarité à HEC, il est maintenant professeur dans cette école. Et il est le grand artisan de ce concours d'éloquence depuis le début aussi. Mais pendant la délibération du jury, c'est lui qui dira du mal des candidats alors qu'il n'en pense pas. Mais on peut lui demander n'importe quoi parce qu'il le fait par amitié. C'est Xavier Boutte. Elle est toujours dans l'institution militaire, mais elle vient à HEC aussi avec bonheur. Depuis le début de ce concours d'éloquence, vous pouvez y apporter son œil expert, sa bienveillance, son exigence. C'est Astrid Appert. Alors là, évidemment, c'est un moment assez important parce que c'est un peu sa dernière fois. Et malgré l'amour qu'il vous porte, il vous quitte. Mais il vous quitte pour un destin, évidemment, encore plus somptueux. Vous l'avez aimé, vos parents l'ont aimé.
à cette allocution mythique d'entrée, moitié anglais, moitié français, moitié sérieux, moitié démago. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça que vous l'aimez. Il a porté ce concours sur les fonds baptismaux et il vous quitte, mais pour mieux vous revenir, c'est Éloïc Perrache. Le prochain membre du jury n'a pas joué la carte du col roulé. Lui. Et vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Mais lui vous connaît. Et il a connu des générations et des générations d'entre vous. Il est ce directeur mythique. Il est celui que des générations et des générations de préparationnaires ont rêvé de rencontrer. Il est celui qui enflammait les rentrées solennelles par ses discours. Mesdames et messieurs, le grand retour à HEC de Bernard Ramanantsoa. Maintenant, nous arrivons à ceux qui ont vraiment fait le déplacement exprès pour vous depuis Paris ce soir. Les vraies énormes stars de ce jury, au nombre de 4. D'abord, nous avons le privilège d'avoir celui qui est officiellement le meilleur orateur de France, puisqu'en février dernier, il a gagné le grand oral sur France 2, le grand concours d'éloquence télévisé animé par Laurent Ruquier, normalien, spécialiste des poissons et de la parole, ce qui n'est pas incompatible, mesdames et messieurs, Bill François. Vous le lisez tous les matins, en tout cas vous lisez son journal Les Échos, où il y a le cours de bourse de vos parents. Vous l'écoutez peut-être également sur France Inter. Ce matin, il a fait sa chronique sur pourquoi le ras-le-bol fiscal. On n'est donc pas très loin du tropisme luxembourgeois de certains d'entre vous. Son dernier tweet était consacré à un sujet d'importance puisqu'il s'agissait de la collecte des trottinettes au fond de la Seine. C'est vous dire que c'est un jury extrêmement qualitatif. Mesdames et messieurs, Dominique Seux. Elle était journaliste à France Inter où elle animait une émission de jazz et puis de musique classique. Elle a été chroniqueuse chez Stéphane Bern dans Le Fou du Roi aujourd'hui. Elle présente une très très belle émission sur France Musique qui s'appelle Musique et moi, émission qui passe le dimanche à 11h. Donc je me doute qu'évidemment vous pourriez l'écouter en podcast seulement, mais néanmoins vous reconnaîtrez cette voix douce et chaleureuse qui ne peut être que celle d'une clarinettiste de talent et d'une journaliste brillante, mesdames et messieurs, Elsa Boublil. Et enfin, il est là. Il est là car vous le connaissiez peut-être quand il était l'un des 2 chroniqueurs d'On n'est pas couché. Il est là parce que ce soir, il n'enregistre pas la très célèbre émission Zemmour et Nolo qu'il anime sur Paris Première. Et ce soir, il est là car il n'est pas à Balance ton poste avec Cyril Hanouna.
Il est là parce qu'il n'est pas en train d'enregistrer cette merveilleuse émission culturelle qu'était Sa Balance à Paris et qu'il a animée pendant 8 ans. C'est un puissant fond de culture. Alors oui, il déteste Houellebecq et Angot, mais ça ne peut pas être forcément mauvais. Et c'est un journaliste, évidemment, que chacun d'entre vous connaît et qui est, pour moi, un très grand maître du journalisme culturel français, au-delà des clichés et des caricatures. Mesdames et messieurs, Éric Nolot. Mesdames et messieurs, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et dans la droite lignée de la devise d'HEC, apprendre à oser, ce soir, plusieurs personnes ont osé. D'abord, s'attaquer au boa, ce qui constitue un crime de lèse-majesté. Et ensuite, me demander d'insérer délicatement dans ce discours parfaitement ficelé de la mangrove et du béton. D'ailleurs, je croule sous le béton. Alors, je vais reprendre le fil de mon petit discours. Jovassien, Jovassienne, la France a peur! Une odieuse dictature brime nos libertés, s'empare de nos vies et nous prive de nos envies. Et dans les villes, dans les campagnes, cette dictature assoit son autorité. Rassurez-vous, je ne parle ni de l'Union européenne, ni de l'avènement tragique sur notre campus d'un outil de terreur redoutable, les éco-cups recyclables. Cette liberté qui brime... Ah non, la liberté ne brime pas. Cette dictature qui brime nos libertés, c'est la bien-pensance. Alors, quelle ne fut ma surprise lorsque m'a été fortement déconseillé le choix d'un sujet qui me tenait à cœur, qui égrenait mon triptyque habituel de valeurs, travail, famille, patrie. Peu importe, me direz-vous, tout ça n'est qu'un détail de l'histoire, Jean-Marie, mais aussi, naturellement, je décidai de me tourner vers un sujet plus consensuel, trivial, d'un pacifisme déconcertant et célèbre s'il en est qu'un sang impur abreuve nos sillons. La maxime tombait à point nommé. J'aurais tout fait d'assassiner cette élite, bobo, gaucho, droitiste, mondialisé qui gouverne le monde et opprime nous les faibles. Bonjour frérot. Mais de peur, mesdames et messieurs, de n'être qu'un hologramme de tout ce qu'on déteste à HEC, je décidai de me tourner vers la figure de l'enfant. Et surtout à cause de ma farouche volonté d'asseoir ma liberté en faisant un stage en M&A malgré mes 2 de GPA. Avec un carnet d'adresses aussi long que le bras de la Vénus de Milo, je ne veux pas finir start-upper, happiness manager ou pire encore journaliste à France Inter. Au mot liberté, l'enfant sent son âme qui vibre. Cette assertion, je l'ai extraite de l'hymne luxembourgeois, un pays qui revendique sa liberté pourvu qu'il s'agisse de capitaux. Alors, riche ou pauvre, blanc ou chinois, l'enfant rêve de liberté. Mais comment ne pas chérir cette valeur
que nos instituteurs nous présentèrent comme le plus grand acquis de la lutte de nos aïeux. La liberté, c'est d'abord la liberté religieuse, celle de croire ou ne pas croire en un être transcendant qui ferait vibrer nos âmes éperdues. Enfant, moi-même, j'ai longtemps vibré au son de cette liberté que je suis parti expérimenter dans la paroisse de mon village. Je me rappellerai toujours, avec tendresse, de ma rencontre avec M. Verdutrou, père de notre paroisse, respecté de quelques-uns et aimé de tous. Le père Verdutrou, à chaque... Le père Verdutrou, à chaque séance de catéchisme, nous offrait des sucettes qui venaient récompenser l'abandon total de nos corps et âmes à la traversée de l'Esprit Saint. Alors, les voies du Seigneur sont impénétrables, disait-il, mais apparemment pas les nôtres. Oui. Apparemment pas les nôtres pour le pervers qui m'a permis de recevoir le Seigneur au fond de moi. Alors, le sujet étant un peu éculé, oui j'ai bien dit éculé, je décidai de faire dans la bien-pensance d'HEC. Mais pourquoi la liberté, au fond, ne ferait-elle vibrer que l'enfant? Mais c'est évident, dans son innocence, dans la candeur et avec pudeur, l'enfant rêve, l'enfant teste tout. Et au fond, cette liberté-là est la seule qui vaille, c'est la liberté d'expérimenter. Alors, vu que l'enfant teste tout, veut tout savoir, tout comprendre, tout apprendre, il commence d'abord par tester ce que c'est que l'amour. Et laissez-moi vous narrer une petite histoire d'amour qui à jamais m'a marqué. Vous avez un mouchoir au premier rang? Merci. Un matin, m'en allant promener dans les bois du Josa, je rencontrai Elsa, jeune Anglaise de son état. Ce fut le coup de foudre. Nous nous sommes immédiatement mis ensemble. Et Elsa, jeune Anglaise, partit chez elle pour les vacances. À son retour, merci. À son retour, je partis chercher Elsa, fausse liaison, à la gare. Et sur le quai, j'attendis le bruit de cette voix calme et aimante qui viendrait dans la joie clore une tragédie qu'un jour la vie ouvrit en mettant sur ma voie au détour de ces bois un ange qui sourit. Le bruit des voyageurs emportait avec lui la joie que je me fis à l'idée de revoir ces mains que je baisais sous un ciel qui pleurait. Le tonnerre grondait pour oublier ce passé où un soir bleu d'été, au détour d'un virage, j'aperçus ce visage qui fit naître en mon être un mirage insensé. Mais celle que tu fus s'était évaporée, point de bleu dans les yeux, un vide qui dérange, ton triste teint crayeux, des pleurs qui interrogent. Quelques jours après, la connasse m'a plaqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parti avec un certain Loïc, je jurais ce jour-là qu'Éloïc me le paiera cher. Ce fut ma première déception amoureuse. Et c'est par cette déception-là que l'enfant que j'étais, je n'avais pas encore 18 ans. Oui, je suis un génie, vous pouvez le dire. C'est par cette déception que l'enfant que j'étais accéda au monde des adultes, en se frottant au refus de l'amour, au refus de l'extension de cette liberté-là que je veux chérir, d'aimer vers l'autre et d'être accepté. Alors je me rendis compte que beaucoup d'adultes ici présents sont blasés, immunisés contre les dorures qu'on nous fait miroiter à longueur de journée. J'ai tout fait de réaliser qu'à HEC Paris, l'antilibéralisme n'était plus qu'un mythe errant depuis 1983. La légende raconte d'ailleurs qu'il occuperait le marigot. Mais l'étudiant à HEC est-il moins libre de se déterminer que mon ancien camarade de primaire
qui portait le magnifique nom de François Damien Porcel et que nous appelions systématiquement par ses initiales. Alors, quel rapport entre ce long développement et le devenir européen, au fond? Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai la ferme conviction que l'adulte se comporte toujours comme un enfant. Mieux encore, les États européens se comportent comme des enfants. L'histoire européenne, mesdames et messieurs, c'est celle de cet enfant qui, à l'appel de la liberté, a cru que la vie serait rose. La liberté en étendard, la croissance économique comme religion, les États européens comme des enfants se sont lancés à la conquête du monde. Mais très tôt, ils ont réalisé que le chemin à parcourir ensemble serait long et périlleux. Alors certains enfants se sont accordés quelques petites libertés dans la cour de récré, comme ceux qui refusent de partager leurs sucettes, se sont recroquevillés sur eux-mêmes avec du dumping social, liberté fiscale, enfin, vous l'appellerez comme vous voulez. Le célèbre aphorisme « L'union fait la force » a été transformé en slogan. Mais pour d'autres, ce fut une désillusion aussi terrible que celle de l'enfant amoureux qui se rend compte que le rêve est bien différent de la réalité. Nos amis britanniques, fervents adeptes de la monarchie, sont experts en la matière. Ils ont senti leur âme frémir lorsqu'ils ont entendu le mot « liberté ». Mais au fond, le Parlement britannique se comporte comme un enfant. Incertains face au devenir de la nation, les parlementaires refusent de faire des choix comme des enfants rois qui ne veulent pas choisir les sucettes qu'ils ont devant eux. Alors, mes chers camarades, avant de nous laisser endormir par un pseudo-appel à la liberté, avant de laisser vos âmes frémir au son de ce mot qui nous vient caresser, rappelez-vous que la liberté, comme la jeunesse, n'est parfois qu'un mot, mais qu'on doit en user à bon escient afin d'éviter de grands mots. Et comme le dit le poète, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Je vous remercie. Nous voulons rester ce que nous sommes. Devise du Grand-Duché du Luxembourg. Que l'Angleterre dise ça. D'accord ? La France, je vous le donne. Mais le Luxembourg, nous voulons rester ce que nous sommes. C'est beau, ceci dit. On ressent de la grandeur, de la confiance, de la fierté aussi. Il en transpire un patriotisme qui peut gagner toute une nation, aussi bien les citoyens intelligents que les compatriotes. Mais que nous révèle cette phrase ? Intéressons-nous plutôt à ceux qui la disent. Qu'est-ce qui fait naître ce besoin de dire haut et fort « Je veux rester ce que je suis » ? Une certaine forme de peur, de doute, de fragilité peut-être. J'y vois une vulnérabilité déguisée en force. Mais alors, de quoi ont-ils peur ? À mon avis, peur de perdre leur propre vision de ce qu'ils sont. Car avec le temps, on se crée des idées sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente et sur notre place dans le monde. Moi aussi, je me suis créé un monde d'idées, un univers plein d'étoiles que j'aime comparer à une galaxie. Je suis par exemple très attaché aux étoiles du drapeau européen. J'aime d'ailleurs les conquérir une à une. D'abord Bruxelles, ensuite Londres, et maintenant je fais le pari de vous conquérir. J'ai peu de certitudes sur mon avenir, mais je sais que je veux le passer en Europe. Dans ma galaxie, il y a aussi l'étoile de David. Cette étoile qui a traversé les époques, déchaîné les passions et me relié à un passé. Aujourd'hui, je porte cette étoile sous mon col roulé, à la fois comme une chaîne et comme une liberté. Malheureusement, il y a aussi des étoiles filantes, comme celle que mon pays touchait du bout des doigts et que vous nous avez volée sur un coup de tête à la dernière Coupe du Monde. J'ai mes côtés lunatiques. Je déteste perdre, mais j'accepte la défaite. Je suis arrogant seulement quand je n'ai pas de quoi l'être.
Je suis pudique, mais ce soir, je me mets à nu. Le tableau que je vous ai fait de ma vie peut vous sembler un peu déconstruit, comme les toiles de Picasso. Mais c'est ma nourriture spirituelle. Je ne crois pas en Dieu, seulement en ma bonne étoile. La nuit, certains explorateurs se repèrent en regardant le ciel. Je suis un peu comme eux. Sans mes étoiles, je suis perdu. Je ne sais plus qui je suis ni où je vais. Et c'est surtout pour ça que nous tenons tant à nos idées, à ce que nous sommes. C'est pour ne pas nous perdre. Nous voulons rester ce que nous sommes. C'est l'instinct de survie d'une idée. Reste à savoir si le meilleur moyen de faire survivre une idée est de la figer. À mon avis, non. Car survivre, c'est d'abord vivre, et vivre, c'est aussi évoluer. Or, à vouloir obstinément coller à sa vision, on prend le risque de s'immobiliser. Le latin est une belle langue, et Dieu sait qu'elle reste elle-même. Mais in fine, c'est une langue morte. À vouloir à tout prix conserver son statut, on finit par en devenir une. Les astres tournent au désastre, on vise l'étoile polaire, et on arrive dans l'étoile d'araignée. Alors, j'aimerais m'excuser si jamais j'ai perdu ceux dans la salle qui ne seraient pas preneurs de jeux de mots. Mais bon, je me disais, ici à HEC, on est entrepreneurs, donc ça devrait aller. Mais alors, comment évoluer tout en restant soi-même ? Je peux me tromper, mais je pense que la réponse se trouve dans notre rapport avec les autres. Car je suis non seulement ce que je pense être, mais je suis aussi ce que vous pensez de moi. Et plus encore, ce que vous pensez de moi influe sur qui je suis. Alors, aussi vrai que 2 et 2 font 4, et que maison rime avec paillasson, si tout le monde m'avait toujours regardé comme le garçon le plus beau du monde, comme ma grand-mère le fait ce soir, j'aurais très certainement développé un caractère totalement différent de celui que j'ai aujourd'hui. Mais bon, rassurez-vous, certaines dans cette salle ont pu me remettre les pieds sur terre. Et au fond, ce qui nous définit, n'est-ce pas ce qui nous différencie des autres ? Par exemple, en Belgique, il ne me serait jamais venu à l'esprit de me présenter en disant « Bonjour, enchanté, Roy Wellner ». J'aime la moule. Je suis belge. Mais depuis que je suis ici, dans cette étrange partie de ma galaxie, de l'univers d'étoiles que j'ai déjà cité, mon université, la haute étoile de commerce, pleine d'étoiles montantes et de futures start-up, bref. Depuis que je suis arrivé en France, rares sont les jours, encore plus rares sont les discours où je n'en parle pas. Et puis, c'est bien connu. Si l'on oublie sa belgitude, elle s'effrite et on rentre dans le moule. Pour le meilleur et pour le pire, je crois que les autres sont notre principale source d'inspiration et d'évolution. Bien sûr, il y a le risque que certaines personnes nous tirent vers le bas ou nous éloignent de nous-mêmes. Mais les bons amis nous aident à grandir, à nous réaliser. Ils nous rappellent à l'ordre lorsque nous nous égarons. Ils nous empêchent de rester ce que nous sommes quand nous ne sommes plus nous-mêmes. L'élaboration de ce discours est une bonne synthèse de mon rapport aux autres. Depuis longtemps, j'en ai fait une affaire d'État. J'ai mis toute ma famille et tous mes amis sur le coup. Par d'innombrables demandes de conseils, d'avis, de groupes WhatsApp, de Google Docs, de discussions acharnées pour choisir entre un « pourtant » ou un « mais ». Mais pourtant... Mais pourtant, ce discours, c'est tout moi. Ce n'est pas un mélange de moi et de mes proches. C'est justement encore plus moi car il m'aide à aller jusqu'au bout de mes idées. Et lorsqu'ils me font
et lorsqu'ils me font des remarques, je vois qu'ils me connaissent tellement bien qu'en fait, ils ne s'expriment pas, ils m'expriment. Malheureusement, l'heure de la fin de mon discours a sonné. Alors, peut-être certains veulent rester ce qu'ils sont, et honnêtement, je peux très bien le comprendre. Pour ma part, je veux rester moi-même, en éternelle construction, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. On n'est pas bien là. Paisible, à la fraîche, décontracté. Il fait beau, enfin plus maintenant. Les oiseaux chantent, enfin plus maintenant. Et nous sommes tous réunis ici dans ce bel amphi. Enfin, on n'est pas bien. Entre futurs cadres, fils de cadre et petits-fils de cadre. Remarquons d'ailleurs ensemble que pour voir ce soir un joueur de pipeau entouré de cadres, il n'est nul besoin d'aller jusqu'au musée d'Orsay. Ceux qui n'ont pas la référence, vous reverrez vos classiques. Je vais donc tenter ce soir, autant que faire se peut, d'épater cette belle galerie. Nous sommes jeunes, enfin presque tous. Nous sommes beaux, enfin presque tous. Et supposément intelligents. Nous sommes l'élite, nous sommes l'aristocratie du libéralisme triomphant. Nous sommes cette luxueuse bourgeoisie adoptant la luxembourgeoise maxime « Nous voulons rester ce que nous sommes ». La chose est aisée pour nous, car il est plus facile de vouloir rester jeune, beau et important que miséreux, laid et impotent. C'est d'ailleurs pour cela que, si nous sommes brillants, les secs et mat. Mais rester ce que nous sommes, voilà une pensée somme toute conservatrice, limite réactionnaire. Être aussi conservateur n'est pas notre norme. Nous devons aller de l'avant, nous émanciper, changer, nous transformer. Mais c'est ironiquement bien ce que nous sommes tous, des conservateurs. Malgré nos apparents airs d'ouverture et de progressisme, nous ne voulons pas changer, et cela se comprend bien. Nous sommes estimés, admirés, encensés, pourquoi risquer d'y perdre? Voilà pourquoi il nous est facile de débiter de belles sornettes, comme par exemple, il faut aller de l'avant, dans une perspective génératrice d'idées qui permettront de réorganiser les structures de décision dans le but d'augmenter dans le but d'augmenter la productivité, sans en penser un seul traître mot. Non, nous gardons les pieds sur terre, nous sommes des réactionnaires. Bien contents que la société se mette à nos pieds, si toutefois elle peut les trouver sous nos chevilles enflées. Oui, j'ose le dire. Nous prenons... Oui, j'ose le dire, nous prenons notre pied à voir les autres à nos bottes, à pantoufler 20 ans, dans un grand groupe, une banque de renom, ou au palais du Luxembourg, tiens, encore un repère de pointure. Le tout sans se lasser et sans se mêler un instant de ce système que nous avons pendant bien trop longtemps recopié. Et là, vous vous dites, super, quelle ambiance! Le petit Loïc nous fait une crise de morale. Il se révolte contre son milieu. Super, j'aurais mieux fait de rester dans ma chambre à regarder un passionnant documentaire sur la vie sexuelle des scarabées. Mais, quitte à être là ce soir devant vous, autant en profiter pour être vrai. Je pense, et c'est là l'objet de ce discours, que notre position nous honore. Nous sommes à HEC. Certains par la seule force de leur mérite, comme vous tous. Et d'autres par la seule force du capital économique et culturel de leurs parents, comme moi. Nous sommes
Nous sommes... que dis-je Que dis-je je m'y perds. Vous applaudissez trop. Nous serons appelés à diriger, à être la nouvelle aristocratie. Eh bien, messieurs et mesdames, noblesse oblige. Charge à nous d'être dignes de l'intérêt que l'on nous porte, et charge à nous d'être des modèles de droiture. Droiture. Car si le capitaine défaille, c'est le régiment qui déserte, et si le régiment déserte, alors c'est le pays qui tombe. Et sur la tombe de ce pays, nous ne pourrons alors léguer à nos pauvres descendants qu'une simple et mélancolique poétique des ruines chez quelque ancêtre méconnu du XXIe siècle. Alors, comment, avec des discours aussi remplis de forme que vides de fond, pourrons-nous être un instant digne de l'espoir que la société fonde en nous? Comment pourrons-nous être dignes de diriger nos familles, nos entreprises, notre pays, si nous nous exilons parentalement, fiscalement et surtout moralement? Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Ma bouche commence à être bien sèche. Je parlais d'exil fiscal, le Luxembourg, tiens. Voilà bien un pays qui semble fait pour nous. Une belle devise, une belle façade, leader mondial des implantations d'artères aortes et autres intraveineuses, un commerce florissant, des millions partout, mais également un paradis fiscal géant qui prospère sur le dos des nations, qui ne prend jamais parti et dont la seule et simple devise est l'euro. Nous pourrons être ce Luxembourg, élégant, éloquent, riche, puissant, mais faux. Nous voulons rester ce que nous sommes. Ou plutôt, nous voulons bien demeurer par anticipation ce que l'on nous sommes de devenir. Attention, concentrez-vous. Nous devrons rester ce que nous devons être. Des individus peut-être un peu plus brillants que la moyenne, mais qui mettent leur capacité au service des autres. Enfin, pour rester ce que nous sommes, il faudrait déjà que nous soyons quelque chose. Et que sommes-nous? Un groupe, une nation, un peuple? Qu'avons-nous en commun? Une amitié Facebook? Une connexion LinkedIn? Le même logo sur un CV? Personnellement même, qui sommes-nous? Eh bien, le grand-duc du Luxembourg, Henri, lui au moins, il sait qui il est. Son Altesse royale Henri, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau, prince de Bourbon-Parme, comte palatin du Rhin, de Seine, de Königstein, vicomte de Hammerstein, seigneur de Malberg, d'Idstein, de Wiesbaden et de Merenberg, chevalier de Namur et duc de Boulogne. Dieu sait que je n'ai rien contre les aristocrates. Mais c'est ce paraître ronflant qu'il nous faut fuir. Qu'importe les ancêtres que nous avons, seul compte les ancêtres que nous serons. Et même s'il m'a bien élevé, qu'importe si mon père est duc, seul compte le père que je serai. Mais je m'égare, car le sujet nous englobe tous. Dorénavant, je parlerai donc de la France et aux Français majoritaires ici. Les étrangers peuvent évidemment adapter le discours pour le compte de leur propre patrie, évidemment moins belle, moins glorieuse et moins courtoise. Si nous voulons rester donc collectivement ce que nous sommes, à savoir une nation exceptionnelle, c'est enfin à nous qu'il revient de sonner héroïquement la charge. C'est à nous qu'il revient de bannir les affreux anglicismes, de préférer la désuète diapositive à la sournoise slide, l'élégant parangonnage au putride benchmark, le gastronomique chien chaud au mainstream hot dog, et ainsi nous réconcilier avec nos amis chinois.
Mais vous êtes fatigués, coupons court. Mes ancêtres ont fini avec Danton. Je ferai de même. De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, et la patrie sera sauvée. De la vérité, encore de la franchise, et toujours du courage. Et ainsi nous pourrons fièrement vouloir rester ce que nous serons devenus, non donneurs de leçons, mais hommes d'honneur. Merci.